Dans les procès d'assises, le crime passionnel est particulièrement fascinant. Il reflète toute la complexité humaine, de l'amour au coup de folie, de la violence injustifiable au pardon de la victime. Il peut être le miroir des jurés, du public, de nous tous. On n'est pas prédestiné pour le crime de façon générale, mais c'est particulièrement vrai pour le crime passionnel. Je pense que le crime passionnel, c'est le crime des gens ordinaires. Et c'est pour ça que je dis souvent que la cour d'assises, c'est la juridiction des gens ordinaires. Peut-on pardonner les folies de l'amour? L'accusé peut-il récidiver? Le public se passionne. Que l'accusé soit l'un des plus discrets ou l'un des plus médiatiques. Ainsi Xavier Breton, condamné pour avoir tenté de tuer l'amant de sa femme, qui était aussi son meilleur ami. Et le célèbre Marc Sessillon, prodige du rugby français, condamné pour avoir tué sa femme qui voulait le quitter. Dans tous les cas, la justice doit trancher sur le fil des sentiments humains. Pour Marc Sessillon, tout commence par une très belle histoire. C'est le temps de sa gloire. Star international du rugby, il fait vibrer le monde entier au fil des matchs. Mais en août 2004, ce géant va faire la une des journaux pour un drame terrible. Protégé par un gilet pare-balles, menotté, le prodige du rugby français est désormais bien loin. C'est Marc Sessillon, l'auteur d'un homicide qui a rendez-vous avec la justice. Dans le cadre de sa garde à vue, M. Marc Sessillon a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette affaire. Il a admis avoir tiré à 5 reprises sur son épouse à l'aide d'un 357 Magnum. Et l'enquête a permis de déterminer qu'au moment des faits, l'intéressé avait un taux d'alcool dans le sang de 2,35 grammes. Je n'ai pas pensé grand-chose, je me suis senti con, abruti, enfin, de peine, quoi. De peine, d'autant plus que même si on savait que c'était pas folichon dans le couple, on était à milieu d'envisager un truc pareil, quoi. Vraiment à milieu, ouais. La soirée fatidique d'août 2004 commence sur cette route. Marc Sessillon rejoint sa femme chez des amis. Le couple va mal, elle veut divorcer. Il est ivre et se dispute violemment avec la maîtresse de maison qui le met à la porte. Il rentre chez lui, prend une arme et retourne à la soirée. Il ordonne à sa femme de le suivre. Face à son refus, il sort son 357 Magnum devant tous les invités et tire 5 fois sur elle. Dans son fief de Bourgoin-Jallieu, c'est le choc, en particulier pour Louis Marchand, père spirituel de Marc Sessillon. Confident du champion, il connaissait tout autant son épouse Chantal depuis l'enfance. Chantal a tout fait pour lui faciliter son devenir sportif et son état de sportif, quoi. Elle, pour ça, de ce côté-là, elle a tout fait pour lui. Il s'en est pas rendu compte quand il était international, mais du moment qu'il était continuellement chez lui, il s'est rendu compte que sa femme menait tout, qu'il avait plus droit à la parole. Bon, ça a été un bien, ça a été un mal, mais c'est ce qui, lui, l'a déséquilibré. Dans les années 90, capitaine du 15 de France, 46 fois sélectionné en équipe nationale, Marc Sessillon connaît tous les honneurs. Pour lui, la retraite sportive à 40 ans sera terrible. Il se retrouve entraîneur d'un petit club de 2e division. Désormais, ses coéquipiers s'entraînent sans lui. Pour Marc Sessillon, c'est une tragédie. C'est l'effondrement chez Marc Sessillon. Il perd tout. Il perd ses repères, il perd le statut qu'il avait. Il s'alcoolise, il trouve un petit travail, il vend des pelouses synthétiques. Et sa femme menace de le quitter en regard de ses alcoolisations, de son humeur un petit peu difficile. Et tout ça, ça participe de la construction de scénarios autour du départ de son épouse. Là, c'est plus possible. Et
se met en place un effondrement, la crainte de ce vide, la crainte de cet état dépressif qui va envahir la vie psychique du sujet, qui va en quelque sorte mettre en route cette machine infernale qui va présider à la mise en œuvre du crime passionnel. L'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Marc Cessillon, a été mis en examen et écroué ce soir pour assassinat. L'ex-international, âgé de 45 ans, a reconnu avoir tiré à 5 reprises sur son épouse lors d'une soirée entre amis. Quand ils ont fait la Constitution, il me dit, j'ai refusé de faire le geste que j'avais fait pour tuer Chantal, mais il me dit, je l'ai refusé pour une simple raison, c'est que je ne me rappelle pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, je ne me rappelle plus. Et je savais, connaissant Marc comme je le connais, je peux vous dire qu'il était sincère. Hein. Si c'était pas du cinéma ou quoi que ce soit, il a refusé la Constitution parce qu'il se rappelait pas. Il se rappelait de rien. Que s'est-il passé dans la tête de Marc Cessillon? Pourquoi et comment l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby en est-il venu à tuer sa femme qui demandait le divorce? C'est la question à laquelle devra répondre la cour d'assises de Grenoble. Au cœur de ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, il y a la dépression et l'alcool. Sur place, Virginie Fichet, Philippe Fivet. À la barre, c'est la famille du rugby qui se reforme. Les instances fédérales, les anciens coéquipiers sont venus apporter leur touche au portrait de Marc Cessillon. Au cours du premier procès, en 2006, c'est un défilé de stars du rugby. Il témoigne pour Marc Cessillon, qui, lui, reste muet. À Grenoble, on a jugé que la vedette, on a jugé le sport, la vedette. J'ai même pas si on a jugé l'homme. On a jugé le geste d'un international déchu, d'un international alcoolique, vous voyez le mot international. On n'a pas jugé l'homme alcoolique, on n'a pas jugé l'homme déchu. On n'est pas allé rechercher l'homme. C'est ça, moi, que j'ai pas compris dans ce procès. Les jurés sont-ils irrités par ce cortège de vedettes? En tout cas, le verdict est très sévère. 20 ans, c'est 5 de plus que ce qu'a demandé l'avocat général. Marc Cessillon fait appel, car il nie la préméditation. Le crime passionnel, c'est le mythe de l'amour à mort, l'un des plus délicats à juger, car il touche au plus intime de l'humain. Et si chaque affaire est unique, les histoires se ressemblent. Par chagrin amoureux, Xavier Breton lui aussi a tiré sur son ami d'enfance qui était l'amant de sa femme. Il a passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il reste un dossier qui m'a classé criminel. Je pense pas être un criminel. Je pense que je serai jamais un criminel. Je me considère comme un criminel. La société m'a classé comme ça. Je sais pas. On doit tous avoir un criminel quelque part en nous. Parce qu'une affaire comme ça, c'est l'affaire de Monsieur Tout-le-Monde. Je pense que n'importe qui peut être concerné dans une histoire d'amour, d'amitié. Et du jour au lendemain, se retrouver derrière les barreaux et montrer du doigt, vous êtes un criminel, monsieur. Voilà. Pour Xavier Breton aussi, tout commence lors d'une soirée où se trouvent sa femme et sa fille. Il cherche à reconquérir son épouse qu'il a quittée. Elle refuse. Furieux et ivre, il rentre chez lui, prend une arme et file chez son meilleur ami Guy Girard, qui a été l'amant de sa femme. À 3 reprises, il tire sur son ami à bout portant. Celui-ci n'échappe à la mort que par miracle. Dans une affaire comme ça, j'aurais été voir les gendarmes, j'aurais été porter plainte, et mon ami couché avec ma femme. Il aurait eu quoi comme sanction? Pourtant, il a fait du mal lui aussi. Il m'a détruit. Il m'a détruit. Il a tout cassé. Quelque part, si on regarde bien au départ, la victime, c'est moi. Enfin, c'est moi. Je suis peut-être pas le seul la victime, mais bon, au départ, c'est moi qui suis brisé. Je perds l'amitié, je perds l'amour, les années que j'ai consacrées à construire quelque chose dans ma vie, une maison avec une famille et envisager un avenir et mes vieux jours dans une maison tranquille, et du jour au lendemain tout s'écroule, quoi. On perd l'amour, on perd l'amitié et on perd
tout ce qu'on a construit, voilà. Et il faut faire quoi? On attend les bras croisés? Ou comme a dit le procureur, pourquoi je ne l'ai pas invité à prendre un café? Et puis en discuter calmement avec lui? Enfin, je sais pas si quelqu'un a la force de faire ça. Maintenant, je pense pas non plus avoir fait le bon geste, mais quand on se retrouve perdu et on sait plus où on va, et ben, on fait n'importe quoi. Le premier procès de Xavier Breton est liquidé en une journée, avec un avocat commis d'office et très peu de témoins. L'accusé demeure silencieux à l'audience, comme étranger à ce qui se passe. Xavier Breton, c'est un personnage qui était très dur à cerner, qui ne s'exprimait pas, donc avec très peu de témoignages sur une journée d'audience, c'était très difficile à juger. Et c'est vrai que quand on est parti après pour plaider l'affaire, c'était quelque chose qui était très difficile parce qu'on ne savait pas sur quelle base partir, on ne savait pas s'il était si gentil que ça, si méchant que ça, s'il reconnaissait ses torts, s'il les comprenait, s'il pouvait se remettre en question là-dessus. Et c'est ce qui a, je pense, plaidé peut-être à sa défaveur. Pour cette tentative d'assassinat, l'avocat général requiert 6 à 8 ans de réclusion. Les jurés vont bien au-delà. Ils condamnent Xavier Breton à 10 ans de prison. Il fait appel. Comme Marc Cessillon, il est en quête de justice. On voit des gens que rien ne prédestine à ce genre d'infraction. On n'est pas prédestiné pour le crime de façon générale, mais c'est particulièrement vrai pour le crime passionnel. On a des gens qui ressemblent à des gens, entre guillemets, normaux, qui pourraient être jurés de cour d'assises, parfaitement insérés, et puis d'un coup ça bascule. Moi je crois que le crime passionnel est indissociable de la relation amoureuse, oui. Je ne crois pas qu'on puisse parler de crime passionnel quand on n'est plus dans cette dimension amoureuse. C'est mon avis à moi. Sinon, on est dans un autre registre. Je crois que c'est un amour fou. C'est un amour qui devient fou en tout cas et qui va entraîner le couple dans un chaos total. La famille est un lieu très dangereux. Contrairement à ce qu'on prétend ou à ce qu'on voudrait bien croire, que la famille c'est le refuge, pas du tout. La famille c'est un lieu très dangereux, notamment pour les femmes et pour les enfants. Le crime dit passionnel, ou au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire un peu plus large que le crime conjugal, ça représente quand même entre un quart et un tiers des homicides au total. Pendant 2 siècles, le crime passionnel a bénéficié de l'indulgence de la justice. Mais aujourd'hui, dans la loi, tuer son conjoint est une circonstance aggravante. Pourtant, dans les tribunaux, les verdicts demeurent infiniment variables. Je déclare l'audience ouverte. Veuillez faire entrer l'accusé, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous mettez donc au 2e micro. Si vous voudrez regarder la cour, c'est ici que nous allons vous juger. Tous les regards sont fixés sur nous, qu'il y a des années de vie qui sont en jeu et mon ex-ami qui est en face aussi, qui est là, quoi, et voilà. Et puis s'exprimer dans le bon sens, quoi, savoir expliquer ce qui s'est passé et le faire comprendre aux gens. Une affaire, qu'elle soit de premier ressort ou d'assises, ou l'affaire Breton, il y a toujours les inconnus de l'audience. On sait d'où on part, on ne sait jamais où on va arriver. Juré numéro 32, monsieur Jean-Luc Vallier. Première chose, quand on est juré, on regarde déjà, c'est l'accusé. Dès la première apparition, on peut commencer à se forger quelque chose dans le sens que l'apparence, la façon de se tenir, la façon de se comporter, la façon de regarder la salle, de regarder les jurés, de regarder même la victime, qui est quand même sa victime. Et franchement, on peut déjà commencer à penser à quelque chose, quoi. Voilà. Alors, la première impression est très importante. Je disais toujours aux jurés que le délit de sale gueule, ça existait. Ça les surprenait beaucoup.
Et je prenais comme exemple, je leur disais, moi je vous vois en face de moi, c'est quand je rencontrais les jurés avant la session d'assises, un temps d'information, je leur disais, il y en a parmi vous qui ont une tête qui me revient pas bien. Et puis vous, peut-être, vous trouvez que vous avez un président qui a une tête qui vous va pas du tout. Eh ben, on va devoir travailler 3 semaines ensemble. Mais ce que je voulais leur montrer là, c'est qu'effectivement, la première impression, il faut souvent s'en défendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ce couple? L'évolution de ce couple, c'est du départ, je suis tombé amoureux de cette femme et j'en suis resté complètement amoureux jusqu'à la fin, quoi. Ça commence comme une histoire très simple. Xavier vivait heureux et il est sans histoire parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et puis ensuite, on a cet ami qui est omniprésent, qui est là, qui va aider à faire la maison, qui va être très proche de Xavier, très proche du père de Xavier et très proche de la femme. On a peu à peu, quand on lit l'histoire, et comme Xavier la raconte, des soupçons qui vont s'installer, une promenade en moto qui dure un peu trop longtemps, une proximité, et on aura un jour, un soir, au petit jour plutôt, la révélation de ce qu'il craignait, c'est-à-dire de voir sa femme avec son ami en train de s'embrasser. C'était une relation intime à laquelle vous avez assisté? À ce niveau-là, je trouve que c'est intime. Relation sexuelle? Mais ils n'étaient pas dans le lit en train de l'un sur l'autre, si vous voulez, mais là c'était assez chaud, quoi, quand même. Un baiser? Non, c'était plus qu'un baiser, je suis désolé. C'est ce qu'on a entendu ce matin. Non. Allez, il aurait fallu que je reste les bras croisés et attendre et assister un peu plus au spectacle, que ça me détruise un peu plus, non? C'est ça que vous vouliez dire? Alors c'est vrai que dans l'appel, dans le deuxième procès, on arrivait plus à cerner qui était Xavier Breton que le premier. On avait quelqu'un de plus qui avait plus de traits de caractère, mais pas dans la méchanceté, des traits de caractère humains. Finalement, on se mettait un peu dans sa peau, quoi. On se disait, mais nous, à sa place, comment on aurait pu réagir? On se remettait plus en question par rapport à l'homme qu'à l'acte criminel qui avait été jugé en première instance. C'est à Nîmes, en décembre 2008, que s'ouvre le procès en appel de Marc Cessillon. Le champion de rugby a été condamné à 20 ans en première instance pour avoir tué sa femme Chantal qui voulait divorcer. Les 2 filles du couple arrivent au tribunal avec leur grand-mère maternelle. Elles sont parties civiles. Mais elles restent tout aussi proches de la mère de Marc Cessillon. L'émotion est palpable. Pour Marc Cessillon, qui a refusé d'être filmé, l'enjeu est considérable. En étudiant le dossier, en étudiant les réactions de Marc Cessillon, moi je pense qu'on est plus dans le cadre d'un crime d'orgueil, parce qu'il n'était pas admissible pour lui, qui était tout puissant jusqu'alors, de perdre à la fois le rugby et d'autre part de perdre son épouse. Il ne le souhaitait pas, il ne le voulait pas et il l'interdisait à tout prix. Aller expliquer à une maman que sa fille a été tuée et que c'est un crime passionnel. Elle dira non, mais c'est un crime d'orgueil. Il avait qu'à la laisser tranquille, il avait qu'à divorcer, il avait qu'à faire autre chose. Mais bien sûr, c'est parfaitement humain, ça. L'accusation dira aussi c'est un crime d'orgueil, c'est pas un crime passionnel. Et le crime d'orgueil implique la condamnation et le crime passionnel implique une certaine forme de retenue judiciaire, non? Je pense que c'est ça la réalité. Et c'est ça toute la difficulté pour juger ce type d'affaires. Une modération de la justice qui dépend beaucoup de la personnalité de l'accusé, au centre des débats. Dans les affaires de crimes passionnels, tout semble subjectif, car étonnamment, dans le code pénal, rien. Si je vous réponds comme juriste, je vais vous dire que le crime passionnel, ça n'existe pas. C'est pas un crime qui est défini par le code. Et peut-être que nous, magistrats professionnels, nous sommes justement là pour souvent dire à mesdames et messieurs les jurés, attention, on vous parle de crime passionnel, mais c'est pas une notion juridique. Le crime passionnel en tant que tel n'existe pas dans le code pénal, mais aux assises, dans le public, dans les journaux, on ne parle que de ça.
Fini le mutisme de plomb du procès de Grenoble. Fini le défilé des célébrités. Le débat se resserre. Cessillon s'exprime. C'est lui qui va donner le ton, c'est-à-dire on va discuter de la préméditation, et derrière la préméditation, c'est effectivement, est-ce qu'on peut parler d'une thèse, de la thèse d'un crime passionnel, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas préméditation, on peut rentrer éventuellement dans la thèse du crime passionnel, c'est-à-dire d'un homme qui a été aveuglé par sa passion, par l'amour qu'il éprouvait pour sa femme, l'amour qu'il était en train de perdre, et c'est ça qui a pu l'aveugler et guider son geste, voilà. Pour ce deuxième procès, Marc Cessillon a changé d'avocat. Il a choisi un ténor du barreau, Maître Dupond-Moretti. Mais cette fois, aucune star du rugby comme témoin. Il faut mettre en avant l'homme, pris dans un engrenage. La clé, c'est la préméditation de Marc Cessillon. Ça fait partie des choses qui sont discutées, parce qu'en droit, pour qu'il y ait préméditation, il faut qu'il y ait du sang-froid. Et on a... là, je ne dévoile strictement aucun secret, une responsabilité pénale dont on sait qu'elle a été atténuée par les experts. Ce dont, à l'évidence, la première cour d'assises n'a pas tenu compte. Pour moi, la préméditation existe et elle doit exister parce que s'il n'y a pas préméditation dans ce genre de dossier, réellement, on se demande dans quel dossier il y aura préméditation. La question de la préméditation, c'est effectivement un petit peu compliqué. Je pense pas que l'état psychique dans lequel était Marc Cessillon puisse permettre de penser qu'il avait organisé ce qu'il allait faire quelques instants après. Comme souvent dans les drames passionnels, on retrouve un scénario, une construction qui amène la personne à se débarrasser en quelque sorte, à tuer quelqu'un qu'il aime et qui lui est cher. Mais ce scénario, il peut pas être, on ne doit pas le confondre avec une préméditation, une organisation. C'est comme si le sujet qui est absent à lui-même à ce moment-là, eh bien cette partie d'absence, organiser quelque chose sans que le discernement, les capacités de pensée, les capacités de conceptualisation de la personne puissent à un moment donné dire mais attends, ce que tu es en train de faire là, ou ce que tu vas faire là, ou ce que tu penses là, c'est pas possible. T'as pas le droit de le faire, tu peux pas le penser, ça n'est pas possible. Eh bien non, le sujet n'a plus accès à cette part de lui-même qui va l'aider à réguler, à moduler et à penser et à synthétiser ses actes et ses pensées. Cette arme que Marc Cessillon est allé chercher concentre donc tous les débats. Techniquement, c'est une préméditation. Sauf que, juridiquement, il y a toute une discussion conduite par les auteurs, par la jurisprudence, nous permettant de dire que quand un homme est dans l'état passionnel, c'est incompatible avec la préméditation. La préméditation, elle implique une véritable réflexion. Une réflexion froide, déterminée. Préméditation, c'est la détermination. Au procès en appel de Xavier Breton, cette question de la préméditation est tout aussi essentielle. L'accusé a tenté de tuer son ami Guy Girard, qui fut l'amant de sa femme. Je vous pose la question, puisque c'est l'accusation qui est portée contre vous. Est-ce que vous pensez avoir prémédité ces coups de feu? Non, pas du tout. Je suis passé chez moi sur ces états de fait que je vous ai annoncés et j'avais nullement l'intention de le tuer auparavant et j'ai jamais rien préparé à ce sujet-là. Xavier Breton s'est préparé. Xavier Breton a amené une arme. Xavier Breton a chargé une arme. Xavier Breton a essayé par 3 fois avant de parvenir à son but de tuer. Donc tout au long de ce moment-là, M. Girard pense que il y aurait pu y avoir un geste de retrait de la part de Xavier Breton, que Xavier, s'il avait été pris dans cette passion, aurait pu dire mais c'est pas possible, j'arrête, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand je suis passé à l'acte, j'ai pas pensé à l'éviter puisque j'étais déjà dans le truc et plus rien ne pouvait m'arrêter, j'étais déjà parti quoi. Donc l'acte était irréversible on va dire, il n'y avait pas de retour. Il n'y avait plus de retour. La vie bascule en une fraction de seconde.
Monsieur Girard se vit comme un miraculé, je le pense, parce que la balle, au lieu de traverser le cerveau, s'est fichée dans une prothèse qu'il avait à l'époque dans le palais. Et cette balle, donc, n'a pas pu finir sa course dans le cerveau de monsieur Girard. Et là, vraiment, c'est en ça que je disais qu'il s'est trouvé en face de sa mort. Vraiment. Et heureusement, par miracle, eh bien, la balle n'a pas atteint son but. En tout cas, le but poursuivi par Xavier Breton. Lorsqu'il tire sur son ami, Xavier Breton est ivre. Mais les experts ne sont pas d'accord sur son état psychologique. Les uns le considèrent comme lucide, sans trouble pouvant abolir son discernement. Les autres soulignent son trop-plein émotionnel, la force à laquelle il n'a pas pu résister. Pour faire reconnaître la dimension passionnelle de son acte, Xavier Breton aussi a changé d'avocat. Il a choisi Maître Sauvert, un grand pénaliste du barreau de Lyon. C'est vrai que sur la qualification, si je m'attache à des qualifications, c'est un cauchemar. Je veux dire, je suis poursuivi pour tentative d'assassinat sur un homme qui avait commis l'adultère, qui ne méritait pas d'être assassiné, et un type qui, certes, n'avait pas de casier judiciaire, mais qui, à un moment donné, avait voulu la mort de la personne. Bon, moi j'ai intérêt à ce que ça soit passé au second plan. Pas seulement par stratégie de défense, mais parce que profondément, je pense que, peut-être un peu choqué, mais c'est secondaire par rapport au dossier. À un moment donné, ça devient secondaire. Ça doit être secondaire si je veux que les jurés comprennent. On leur fait oublier l'acte. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'homme qui vient vers eux. Dans les audiences de crimes passionnels, le plus souvent, accusés et victimes se connaissent très bien. Les rebondissements au tribunal viennent donc de ce cocktail d'émotions, de souvenirs communs et d'histoires mêlées. L'audience va se terminer, je crois que c'est le deuxième jour, et le fils de la victime se lève et dit « Monsieur le Président, je veux dire quelque chose ». Et là, moi je dis « Ça y est, ça va être terrible », parce que ce gamin, qui est un gamin un peu emprunté, mais qui va être, on va le voir dans un moment émouvant, il va me casser l'ambiance, quoi, et à dire mon père a été blessé, il a failli mourir, je voudrais que les jurés... Bon, moi je pense qu'il va dire ça. Vous avez indiqué que vous souhaitiez dire quelque chose, je vous en prie. Juste un message à l'attention du jury. Quand vous délibérez demain, monsieur le juré, pensez aux enfants de Xavier. Essayez tranquillement de pouvoir dire ce que vous souhaitez nous dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense que grandir sans son père, ça doit être dur. Alors, j'ai pas envie que Xavier aille en prison tout le temps. Pensez aux enfants de monsieur Breton, c'est-à-dire pensez aux enfants de l'accusé. Donc le fils de la victime déplace quelque chose de son ressenti personnel, de « je suis le fils de la victime, tu aurais pu mourir, j'étais sur place, j'ai pu être choqué », et peut-être bien qu'il l'a été, je n'en sais rien, mais je peux le supposer, et il vient simplement délivrer un message, il veut dire ça, pensez aux enfants de M. Breton. Alors ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impression, et qui touche. L'impression, c'est un peu l'émotion, ça touche. Il y a des jurés, moi j'ai été un peu secoué par ce mot-là, des jurés en sortant de l'audience étaient émus d'avoir entendu ça et surpris. Bon, on est resté là-dessus, quoi. On est parti le soir et on est resté là-dessus. Ça, c'est ce qui avait tout... ça avait un peu occulté tout le reste de la journée, enfin occulté entre guillemets, mais ça avait un petit peu... ça nous avait un petit peu touché à la fin. C'est vrai, non, c'est vrai, c'était... À Nîmes, le procès en appel de Marc Cessillon touche à sa fin. Ici aussi, la dimension familiale du drame est fondamentale. Tous les regards sont tournés vers les filles de Marc et de Chantal, les enfants de l'accusé et de sa victime. Alors les parties civiles, notamment les deux filles, ont des sensibilités différentes. Elles visent à la préservation de l'unité familiale.
Et c'est là toute la difficulté de leur rôle, parce qu'elles ne veulent pas que la famille éclate, mais quand on parle de la famille, c'est la famille de Marc Cécillon et la famille de Chantal. C'est-à-dire que c'est vis-à-vis des grands-mères. Et il est difficile pour elles de s'exprimer totalement d'un côté ou de l'autre. Et on sait qu'Angélique et Céline ont des avis un peu différents et des finalités, sur les finalités de ce procès. Là encore, ce sont donc les enfants qui vont marquer l'audience. Contrairement au premier procès, le public présent dans la salle se sent en empathie avec toute cette famille. La cour. Les deux filles de Marc Cécillon font presque tous les jours la une des journaux. La première, l'aînée, va venir à la barre en interpellant les jurés et en leur disant on a déjà plus de mère, ne nous enlevez pas notre père pendant plus de 15 ans. 15 ans, c'est déjà très très long, on a besoin de notre père. C'est pas le cas de la deuxième. La cadette, qui est sans doute plus douloureuse, va exprimer autre chose, elle va exprimer un vrai rejet, elle va dire à son père qu'elle ne veut pas le voir, qu'elle ne lui pardonne pas, qu'elle ne veut pas de ses regrets, mais tout ça va être dit. Mais que ces deux jeunes femmes vont ensuite s'asseoir l'une à côté de l'autre, vont s'enlacer, c'est-à-dire que tout est exprimé. Et ça n'a pas séparé la famille, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est là dans tout un monde, à la fois parents et amis, que ce drame a totalement déchiré, mais qui jusqu'au bout ne sont pas dans la haine. On est dans une société où les victimes ont un statut qui est devenu très important. On a mis les victimes au centre du débat judiciaire et du coup le discours de la victime est souvent sinon surdimensionné mais des fois avec un flot de haine, un flot de vengeance, etc. Et voilà, ça déclenche un petit peu tout ça. Et là dans le procès, mais pas du tout. On avait de l'amour, quoi. On avait de l'amour partout et ça a vraiment donné une tonalité. Les parties civiles ont donné cette tonalité au procès et une forme de respect qui est, là c'est vrai, qui est très très rare, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on était dans l'émotion et dans le cadre familial. Et qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on a exclu du procès tout ce qui était l'avant Cécillon, comme a souhaité le faire son avocat, donc je pense que c'est une démarche de l'accusé, qui n'a plus voulu être jugé comme étant une star du rugby, on a retrouvé dans l'ambiance du procès la dimension familiale, émotionnelle, de ce qu'a été réellement la vie de ce couple, la personnalité d'une femme, la personnalité d'un homme et les difficultés que leur couple a pu connaître. Les procès de crimes passionnels réservent ainsi de grandes surprises, comme au dernier jour du procès de Xavier Breton, lorsque son ex-épouse s'avance vers la cour. L'arrivée de Madame Breton, ça a été un peu un coup de théâtre, puisque la veille, elle n'était pas là. Et le président a dit, il faut qu'elle soit là. Parce que dans le puzzle, c'est un élément fondamental. Je veux dire, on ne peut pas le reconstituer si elle n'est pas là. C'est aussi un des ressorts du procès. Est-ce que M. Breton vous a été fidèle? Il a fait une tentative, c'est pour ça que par la suite, j'ai voulu me venger, enfin, voilà, comme ça. C'est fou que pour le premier procès, il y avait juste un témoin, même que la femme de Xavier Breton, elle soit pas venue témoigner, c'est incompréhensible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible que la personne qui est au centre de l'affaire, elle soit pas là, quoi. C'est pas possible, non, mais sérieux. Alors, vous avez dit, il y a eu cette tentative et je me suis vengé. Vous voulez parler de quoi, là? Ben, je suis allée avec quelqu'un d'autre. Parce que cette autre personne vous plaisait ou... Non. Alors pourquoi? Par vengeance. Oui. Mais Monsieur Girard vous plaisait un peu? C'est un ami, physiquement. Non, c'est un ami avec qui je ne sais pas, bien. Pour avoir même une vengeance en ayant une relation physique avec quelqu'un, on peut penser qu'il y a une petite attirance.
Ça a été M. Girard et pas un autre, par exemple. Oui. Ça aurait pu être un autre, alors. Non. Et donc, vous avez organisé quelque chose pour que M. Breton vous surprenne. Oui. Bon, ça m'entend. Et ça a réussi. Oui. Le témoignage de Madame Breton a une importance sur la réflexion des jurés sur les mobiles, c'est-à-dire quelque chose qui peut peut-être dans la tête des jurés faire varier la peine quand on a déclaré, quand on a reconnu la culpabilité. Moi je dirais que sur moi, alors là je peux me permettre de le dire, c'est quelque chose qui a pu jouer dans la compréhension peut-être un peu différente des faits, sous la réserve de savoir ce que Madame Breton a voulu nous dire et qui pour moi est toujours une inconnue. Au procès en appel de Marc Cessillon, pour tous, la tension est manifeste. À quelques minutes du réquisitoire de l'avocat général, rien ne permet de parier sur une éventuelle clémence judiciaire. C'est extraordinaire, c'est qu'on voit Dupond-Moretti s'appuyer sur le regard ou sur l'attitude manifestée par une des filles de Marc Cessillon pour contrer l'avocat général qui essaye de porter l'accusation. Et puis on a un avocat général qui est pas très offensif non plus parce que c'est difficile de peindre, de faire, c'est exactement d'ailleurs le cas encore une fois du premier procès, c'est-à-dire que on avait une avocate générale qui avait fait un portrait de Marc Cessillon qui était mais apocalyptique, qui était un homme buveur, sauteur, violent, cogneur, et dont on se disait mais ils doivent faire quand même du mal à ces filles qui sont là et qui disent mais non, c'est pas ça. Or, elles sont légitimes, je veux dire, elles sont légitimes à le dire, non pas parce que c'est leur père, mais parce qu'il a tué leur mère. Et que si elles continuent de dire mais non, ça n'est pas que ça, on peut quand même les écouter. Et donc on se disait mais est-ce que c'est le rôle de la justice, encore une fois, que de casser complètement un personnage, un homme, aux yeux de ses propres filles qui n'en demandent pas tant, qui n'expriment pas tant. « 20 ans requis, c'est la stupeur. » Vous avez dit 20 ans, ça serait Mesrine. Oui, c'est la peine à laquelle Mesrine a été condamné, c'est la peine à laquelle Dandonneau a été condamné. J'ai pris un certain nombre d'autres exemples pour montrer que le réquisitoire de l'avocat général est curieux. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les parties civiles ne sont pas absolument pas dans le sécuritaire. Vous l'avez vu que les parties civiles n'ont pas du tout enfourché cette histoire traditionnelle de la reconstruction qui passe par la sanction lourde. Pas du tout, c'est même le contraire. Donc ce verdict, on aurait pu le construire ensemble et le faire aussi avec les parties civiles, dont Angélique qui dit mais moi j'aimais ma mère mais j'aime toujours mon père et je veux pas qu'il soit lourdement sanctionné. C'est ça le message et l'avocat général n'a pas voulu l'entendre. C'est qu'il n'a rien compris ? C'est peut-être qu'il n'a rien compris, ce n'est pas impossible. La sévérité de l'avocat général reflète l'esprit actuel de notre société. Ainsi, Xavier Breton, jugé en appel, encourait bien plus que 10 ans pour tentative d'assassinat. Lorsqu'il a voulu mettre à exécution son projet, Xavier Breton n'a pas atteint le résultat qu'il recherchait. Non parce qu'il y a renoncé. Non, il a tout fait pour y arriver, mais tout. Au deuxième procès, l'avocat était beaucoup plus sévère qu'au premier. Je me suis senti dans une cour, dans un théâtre, carrément dans un théâtre, quoi. Il marchait au milieu de la cour, il se promenait, il haussait le ton, il montrait du doigt et vraiment, il ramenait plus bas que terre, quoi. Alors, crime d'amour, crime passionnel? Non.
c'est un crime d'orgueil. C'est tout simplement un crime d'orgueil. Et c'est terrible. Moi, je me pose simplement une question. Il y a très longtemps, avocat général en cour d'assises. C'est finalement, dans la société, il y a aussi les accusés. Quand ils sont condamnés, ils sont des condamnés. Ils sont très souvent en prison pendant un temps certain, voire long. Un jour ou l'autre, ils sortiront, ils seront dans la société. Et que ce que je trouve d'important, c'est que l'avocat général ait aussi le souci, quand il dit qu'il parle au nom de la société, de la victime, qui est dans la société, mais aussi un peu du condamné. Au nom de la société, j'ai l'honneur de requérir une peine de réclusion criminelle qui ne saurait être inférieure à 10 années de réclusion. 10 ans, ouais, ça aurait basculé beaucoup de choses. Ça aurait été soit un risque d'en finir avec moi-même, soit un risque de se sauver de la prison, tenter des choses pas possibles. Et à la limite retomber dans un cercle de délinquance, quoi. Rester enfermé 10 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus avec les jurés. Moi, je leur dis souvent, écoutez, je suis avocat, je suis pas là pour vous raconter des histoires. Je sais qu'on se méfie, l'avocat, il va nous faire croire que... Moi, je leur dis, je suis là pour vous raconter une histoire, c'est la sienne. Voilà. Et elle essaye d'avoir le propos le plus juste possible. Il faut ne pas les prendre pour des imbéciles, parce qu'ils ne le sont pas. Il faut les prendre pour des gens d'égal à égal, parce que ce sont des juges d'un instant ou d'un jour ou de plusieurs jours, mais des juges qui ont peut-être pas la connaissance juridique, mais qui en tout cas ont du bon sens. Et les gens qui ont du bon sens, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont de l'humanité, si vous les prenez pour des imbéciles, ils vous le font payer cash et cher. Alors c'est pas nous qui payons, c'est le client. Vous disiez, madame l'avocat général, il lui laisse pas le temps de s'expliquer. Attendez, il est trompé, il le voit, il va le savoir, parce qu'elle va lui raconter, Patricia. Il va lui dire, en gros, comme on voit dans les films, hein, c'est pas ce que tu crois, c'est quoi? C'est ouvert à la discussion, il dit, écoute, je me suis laissé aller, excuse-moi, j'ai un peu bu, bon voilà, là c'est une explication. Mais c'est pas ce que tu crois, en plus on le prend pour un imbécile. Il a bien vu ce qu'il avait à voir, il n'a pas autre chose à croire. Lui qui sait qu'il y a déjà des écarts, qui sait que sa femme est un peu volage, elle est démonstratrice, elle est vraisemblablement un peu, pardonnez-moi l'expression, allumeuse. Il y a quoi à expliquer ce soir de juillet 1998? Je vais t'expliquer, écoute-moi. Mais il n'y a rien à écouter, il n'y a rien à expliquer. Parce que c'est pas ce que tu crois, c'est ce qu'il a vu. Et c'est la réalité. Après avoir entendu l'avocat de la partie civile, on aurait plutôt tendance à être de son côté. Et puis comme ça, quand c'est l'avocat de la défense qui parle en dernier, bah ça change de côté, quoi. Ça change. On renverse la vapeur. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi. Parce que c'est facile, le dernier, c'est pas forcément le dernier qui a parlé qui a raison. Et là, c'est pour ça qu'il faut faire attention sur ce procès. Bon, moi j'avais déjà mon avis à moi, mais sur d'autres, on peut se faire avoir, quoi. On peut facilement se faire avoir. Monsieur Breton, il est prévu par la loi que vous puissiez vous-même maintenant ajouter encore quelque chose pour votre défense. Je voudrais dire à la défense que je n'ai jamais nié les faits que j'avais faits, que je les ai toujours regrettés dès le lendemain que je me suis rendu à la gendarmerie. J'ai toujours eu des regrets à ce sujet pour Guy, et que quoi qu'il en soit, entre nous, il n'y a pas de haine, vous pouvez vivre tranquille, je te promets. Dans une affaire comme ça, on se rend compte que finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que apparemment, quelqu'un de tout à fait normal, quelqu'un de très policé dans sa vie, parce qu'on avait de bons éléments, à la fois sur M. Girard et sur M. Breton, hein, des gens qui pouvaient être vous et moi, qui pouvaient être mon voisin de palier, tout d'un coup bascule en une fraction de seconde dans l'horreur, dans la tragédie, dans le crime, dans le meurtre. Alors ça interpelle. Et je pense que la difficulté pour les jurés, c'est de garder suffisamment de distance. C'est à la fois de comprendre, parce que c'est ça, de juger, il faut comprendre. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, d'autres l'ont dit bien avant moi et bien mieux que moi. Juger, c'est comprendre. C'est vrai que dans un crime passionnel, on est plus... tout le monde peut être touché. Tout le monde peut être touché dans un crime passionnel, un crime d'amour, quoi. Voilà. Alors que, bon, c'est vrai que, comme on dit, ouais, au niveau des pédophiles,
des vols, des attaques à main armée, tout ce que vous voulez. C'est pas la même chose, mais là on peut être touché et donc on peut comprendre la réaction de Xavier Breton. En matière de crimes passionnels, c'est là où on voit très souvent un étalage grand, une fourchette comme on dit, entre le minimum et le maximum. Certains jurés peuvent penser, dans la même affaire, 4 ans, ou d'autres 15 ans. Et les jurés n'ont pas à expliquer oralement leur vote. Donc je ne sais même pas qui vote ça, puisque les votes sont secrets. Hein, chacun met un chiffre sur un papier, le met dans une boîte, et puis on dépouille. Il faut pas se tromper surtout. Et le problème, non, je pense dans tous les procès, c'est pourquoi. J'en reviens toujours là. Pourquoi 5 ans? Pourquoi 10 ans? C'est difficile ça. La Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, statuant à la majorité absolue, condamnent Xavier Breton à la peine de 5 années d'emprisonnement. C'est ça. Mais ça a été la surprise. Autant les 10 ans, c'était la surprise pour tout le monde, l'anéantissement, que quand les 5 ans sont tombés, ça a été une énorme surprise aussi, puisque je m'attendais pas à tomber à moitié de peine, gagner 2 ans, 3 ans, mais pas à moitié de peine. Pour la partie civile, pour M. Guy Girard, ce verdict de 5 ans, qui était quand même une réduction de moitié par rapport à ce qu'avait réclamé l'avocat général, c'était là aussi justice. La justice est passée. Et M. Guy Girard a eu le sentiment que la justice avait fait son travail, que tout avait été bien dit. Tout avait été dit. Tout ce qui était important avait enfin pu être établi et mis sous le projecteur de la justice qui s'en était emparée et qui avait tranché. Et le verdict, M. Guy Girard l'a tout à fait admis. Ça lui permet d'avancer. Avec cette peine, réduite de moitié pour Xavier Breton, les jurés ont reconnu le caractère passionnel de son crime, même s'ils ont aussi retenu la préméditation. À Nîmes, c'est l'attente du verdict au procès de Marc Cessillon. L'attente, c'est un résultat, quel qu'il soit. Ce sera la justice. On verra si les propos ont porté ou non. Dans le secret des délibérés, les jurés vont-ils retenir le crime passionnel? L'attente va durer moins de 2 heures. C'est peu pour un procès aussi médiatique, signe que les jurés se sont rapidement mis d'accord. Verdict, 14 ans de réclusion pour Marc Cessillon. L'homme a été moins lourdement sanctionné que la star du rugby du premier procès. Et pour lui, les jurés ne retiennent pas la préméditation. Sa mère, la première, respire de nouveau. Oui, alors là, je peux vous parler. Je suis soulagée. J'ai reçu le jugement plus juste que le premier. Voilà. Plus juste, pourquoi, oui. Plus juste que le premier qui a eu à Grenoble. Parce que 20 ans, c'était inhumain. On a le sentiment que tout le monde est soulagé, sa fille Angélique pleure de oui, joie, entre guillemets. Oui, c'est bien pour tout le monde. Oui, c'est bien pour les enfants, pour tout le monde. Bien. Pour les deux familles? Pour les deux familles, bien sûr, bien sûr. Bon pour vous? C'est quoi les mots que j'ai sous le nez? Il me fait pas. Maître, alors une réaction à ce jugement. Marc Cessillon n'est pas une crapule, je pense que tout le monde peut en convenir. La deuxième, c'est que les faits ne sont pas des faits crapuleux, mais des faits qui s'inscrivent dans le registre passionnel. La troisième circonstance atténuante extrêmement importante, c'est que cet homme était gravement dépressif. Et enfin, des experts sont venus dire que sa responsabilité pénale était atténuée.
C'est un immense soulagement pour lui, on l'a vu. C'est comme si... Je l'ai pas vu ça, moi. Il était derrière moi, mais je pense que l'idée d'être condamné à 20 ans est une idée insupportable. Tout simplement, et je l'ai déjà dit parce qu'elle est injuste, ce verdict est accepté. Je peux pas en dire plus. Je sais qu'il est accepté par celui que j'ai eu l'honneur de défendre. C'est un verdict qui correspond à un crime passionnel ordinaire? On peut se poser la question, peut-être pas très correcte actuellement, de la longueur des peines concernant des personnes dont on sait qu'elles ne recommenceront pas, on sait à peu près de façon certaine qu'elles ne recommenceront pas, qu'il faut les punir par une peine, mais que la peine longue va les désinsérer et va leur rendre une vie sociale future qu'ils auront de toute façon un jour ou l'autre, encore plus difficile, sans que la victime en aille mieux pour autant. On n'a aucune notion de ce que c'est la prison. Tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas ce que c'est, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur l'être humain. On vit vraiment des moments durs, quoi. Vraiment des moments durs. Et je crois que de toute façon, on n'en ressort jamais, en fait. On est toujours dedans. Xavier Breton est sorti de prison à l'automne 2004. Pour lui, comme pour Marc Cessillon, le procès en appel aura permis de mieux cerner l'homme. Dans ce genre d'affaires, les accusés sont aussi victimes de leurs émotions dévastatrices. La justice doit sortir des débats passionnés pour déterminer une peine juste, celle qui a un sens pour tous.